Une des premières tragédies pour le livre, à mon avis, c'est que dès qu'on prend l'habitude de lire avec des liseuses, on se rend compte, en fait, qu'on n'a plus envie de lire des livres papier. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, jamais j'abandonnerai le papier, l'auteur, etc. J'y suis attaché à l'objet. » La vérité, c'est que moi, personnellement, j'ai un mal fou à lire des livres papier aujourd'hui, et que beaucoup de gens que je croise, qui sont des gros lecteurs, des très gros lecteurs, qui ont basculé au numérique, se font la même réflexion que moi. Et il y a une multitude de raisons qui font que de lire des livres de façon électronique, c'est beaucoup plus confortable. Et moi, une des choses qui est le plus confortable pour moi, c'est le fait de pouvoir régler la taille de la typographie à ma vue exactement. Et mon rythme de lecture, le nombre de pages que je lis par heure, est beaucoup plus grand sur une tablette numérique que sur du papier. Rien que ça, cette fluidité de la lecture que j'éprouve moi sur les tablettes m'interdit de revenir sur le papier. Donc ça, c'est un des grands bénéfices que je vois aux tablettes et qui, à mon avis, va condamner irrémédiablement le livre à devenir un objet de luxe ou un objet un peu expérimental. Oui, soyons clairs tout de suite, le livre ne va pas disparaître, mais c'est de la même manière que l'arrivée de la télévision n'a pas tué le cinéma, simplement on ne fait plus la même chose au cinéma qu'on faisait avant la télévision. Il n'y a plus d'actualité au début du film, on n'a plus cette voix caverneuse en noir et blanc qui raconte ce qui s'est passé en France dans les 3 derniers mois. Au début du film, on a, voilà, chaque apparition de nouveaux médias transforme les précédentes, autant qu'elle peut transformer le média qui est en train d'apparaître lui-même. Donc la diffusion numérique aujourd'hui permet de dire que voilà, le livre tel qu'on le connaît, qui est principalement un outil de marketing industriel sur des histoires de fiction, on peut dire ça. Alors, quand les gens pensent livre, ils pensent roman, en clair. Le roman, c'est un objet qui existe en fonction des possibilités techniques de l'imprimerie et de la reliure. Si on fait des romans de 400 pages, c'est pas parce qu'on pense que c'est une bonne longueur pour lire, c'est parce que c'est une bonne longueur pour relier, pour mettre et pour qu'on puisse lire le titre sur le dos. C'est pour ces raisons-là que les romans font 400 pages. Aujourd'hui, les éditeurs existent toujours, mais les auteurs, qui sont refusés souvent par les éditeurs, ont toujours la possibilité de se diffuser. Ils peuvent décider s'ils se diffusent ou non. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut bien voir, c'est que avant, il y avait juste une petite partie des manuscrits qui étaient publiés. Aujourd'hui, en fait, tout est publié. Parce que les auteurs, quand ils finissent un livre, si les éditeurs ne le veulent pas, ils pensent qu'il est tellement bon qu'ils vont à tout prix le chercher à le publier eux-mêmes. Et donc ça révèle un côté assez tragique de l'auteur lui-même, c'est que l'auteur est persuadé qu'il doit tout publier tout ce qu'il écrit. Et c'est effectivement ce qui est en train de se produire. En fait, pratiquement tout ce qui est écrit est publié aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, c'est tragique parce que tout ce qu'on écrit n'est pas bon. C'est impossible d'être toujours bon, et des fois on n'est jamais bon, et des fois on l'est que quelques fois. Aujourd'hui, diffuser numériquement un texte, ça n'a plus besoin d'être un livre, il n'y a plus de raison de faire un recueil de poèmes. Un texte qui est percutant, qui parle de quelque chose qui touche les gens aujourd'hui, on peut le diffuser avec les réseaux sociaux et avoir 2000, 3000, 4000 lecteurs en 24 heures, ce que, pour un texte de poésie par exemple, on n'atteindrait jamais, même en étant publié dans la collection Poésie Gallimard, à peu près la seule qui est lue aujourd'hui de manière générale, qui n'a pas 4000 lecteurs dans l'année, ni même dans les 10 ans. Donc l'idée même qu'on a dans la tête de ce qu'est un livre, un truc achevé qui a été relu, qui a été vu par différentes personnes et qui est une unité en soi qui dépasse le texte, parce que ça peut être un recueil de poèmes, ça peut être un recueil de nouvelles, ça peut être un roman, enfin voilà, cette idée de livre, elle n'a plus beaucoup de sens. En numérique, on peut diffuser tout à fait autre chose. On peut diffuser, on a un texte de performance qui va peut-être faire une demi-page, mais ça n'existera jamais en édition. J'avais une question en fait, parce que le livre, au-delà de la lecture, ça sert aussi à d'autres choses. Par exemple, avec une liseuse, je pense qu'il est impossible de caler un meuble, alors qu'avec un livre, c'était vachement pratique. Non, mais alors là, il y a tous les périphériques de l'ordinateur, ouais. Comme les ordinateurs sont ringards après 2 ans, on cale les meubles maintenant avec des vieux CD-ROM. Mais il y avait d'autres choses, il y avait carrément des salles qui étaient réservées, c'était un peu bourgeois, on créait sa bibliothèque, on invitait des gens pour leur montrer à quel point on était littéraire, et leur en mettre plein la vue alors qu'on n'avait même pas lu les livres. Voilà, maintenant avec le Kindle c'est impossible, on va pas... si tu leur montres ton disque dur, c'est pareil. C'est le moment de se monter des belles bibliothèques parce que les bouquinistes ne volent plus des livres, donc on peut vraiment se faire des bibliothèques pas chères, et si c'est pour décorer, on peut tapisser ces livres avec ces murs avec des pages de livres, on peut. Ah ouais. Oui, c'est devenu. Mais c'est justement quand on disait tout à l'heure le livre va devenir autre chose.
un objet de décoration, c'est notamment une de ses fonctions. Ça a été depuis toujours. Hein. Quand vous voyez une vraie bibliothèque de bibliophiles, ils ne lisent pas ces livres, puisque s'ils sont lus, ils sont endommagés. Donc en général, les vraies bibliothèques de bibliophilie, comme de collectionneurs de bande dessinée, ils en achètent 2 exemplaires, les collectionneurs de bande dessinée. Un exemplaire pour la collection et un pour le livre. Donc oui, cette fonction-là, elle ne disparaîtra pas. Au contraire, on pourra vendre encore plus cher ces exemplaires. À une époque où on finançait avec un tirage de tête l'impression papier, je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui vont faire, c'est un peu le projet de François, de faire du papier à petit tirage qui financera le numérique à côté. C'est envisageable. Maintenant, prédire l'avenir, voilà. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin de caler parce que le sol, dans quelques années, s'adaptera tout seul. Ça flottera dans les airs. J'y crois peu. Donc j'avais une autre question, c'était savoir est-ce que, en fait, on va pas plutôt dans le sens du courant, c'est-à-dire est-ce qu'Endemol va pas devenir le principal éditeur dans quelques années? Est-ce qu'il va pas y avoir un YouTube de l'édition où en fait ça va être la masse qui va décider de ce qui va émerger du lot? Est-ce qu'on va pas manquer pour la postérité? Est-ce qu'il va pas y avoir une carence d'élitisme contemporain dans la postérité? Depuis la Première Guerre mondiale, tout le monde est censé être lecteur aujourd'hui. Or, la plupart des gens ne lisent pas. Pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas? C'est une question très complexe, mais mon espoir, c'est que le numérique va démocratiser l'acte de lire. Il le fait déjà. Tout le monde lit sur Internet, parce que Internet, on a beau dire, par rapport à quand moi j'étais gamin, où les gens regardaient la télé, aujourd'hui, les ados, ils regardent des écrans. Sur ces écrans, c'est l'écriture. Donc ils lisent, en fait. Mais ils lisent des choses complètement différentes, et j'espère qu'une littérature que je n'imagine même pas va émerger pour une masse gigantesque. Moi, c'est mon espoir. Je l'attends toujours. C'est peut-être Marc Lévy, c'est peut-être Musso, c'est peut-être 50 Shades of Grey, c'est peut-être quelque chose de vraiment très grave, mais bon, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une littérature de masse qui remplisse ce vieux rêve de démocratiser la lecture, de tout ça qui... voilà, ça, j'aimerais bien que ça arrive, et le jour où ça arrivera, à peu près tout le monde qui pratique aujourd'hui la lecture va dire c'est pas du livre, c'est pas du roman, c'est pas du... On sera tous dégoûtés. Mais fatalement, parce que ça s'adressera aux gens qui jusque-là allaient dans des stades de foot ou dans des stades de rugby ou qui regardaient les émissions d'Endemol à la télé. Quand il y aura des livres pour ces gens-là, moi je serai content. Mais ça veut dire qu'il y aura moins de visibilité, moins de place encore pour les livres qui me plaisent à moi aujourd'hui. Mais bon, ça c'est la vie, hein, je veux dire, voilà. L'essentiel c'est qu'il y ait techniquement aujourd'hui la possibilité, enfin quand on parle du côté positif pour nous, c'est que techniquement ça ne nous coûte plus rien de publier. Et de publier quelque chose d'exigeant et de trouver 200 lecteurs ou... Non, désolé, mais moi pour de la poésie aujourd'hui, j'en trouve 10 fois plus, 40 fois plus que quand je publiais des livres papier. Alors, ouais, j'ai toujours dans la tête que j'ai envie de continuer à publier en papier, mais voilà, je suis paresseux, donc je publie un texte sur Facebook et j'ai en 4 heures le même nombre de lecteurs. Donc voilà, il y a encore place pour ça aussi, pour des choses très pointues. Les deux coexistent, donc il ne faut pas avoir peur, même si on vit une tragédie, on peut dire que... Voilà, on peut faire une tragédie musicale, comme ça on danse pendant la tragédie. Personne ne s'opposait au marché du livre de l'occasion en disant que c'était de la piraterie, c'était simplement... Donc la piraterie qu'on monte maintenant comme un épouvantail en disant que « Oh, c'est l'horreur, ça va tout foutre en l'air », ça a toujours existé, les gens qui n'avaient pas d'argent, mais ils se trouvaient les livres autrement, et ça continuera. Et le monde numérique rend les choses plus simples peut-être pour ceux qui connaissent, et beaucoup plus compliqué pour ceux qui n'y connaissent pas. Alors que dans le monde réel, n'importe qui peut pousser la porte d'une bibliothèque et avoir ses livres gratuitement. Il y a même des soutiens de la part des éditeurs et des pouvoirs publics pour aider les gens à aller chercher des livres gratuitement dans les bibliothèques et ne rien devoir à personne. Et je trouve ça très bien, parce que moi, l'objectif quand même, il est d'une part que je vive en tant qu'auteur, hein, bien sûr. Bon voilà, une fois que c'est réglé ça, après ça, c'est d'être lu et que les bouquins servent à quelque chose et qui touchent les gens. Donc en vendre plus ou en vendre moins, si j'ai assez à manger à la fin du mois, moi je m'en fous un peu, que ça me rapporte ou que ça ne me rapporte pas. Ce qui est important par contre, c'est que ces livres ne soient pas verrouillés et qu'on empêche des gens qui ont envie de les lire de les lire sous prétexte que, par exemple, ça ne remplirait pas les réglementations de droit d'auteur, ça ne virait pas grossir les sociétés. J'avais une dernière question. Est-ce que finalement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change? Parce que la vente des livres, c'est jamais grand-chose. Ça dépasse rarement les 300 000 exemplaires. Et encore, quand c'est des best-sellers. 300 exemplaires. Voilà, les best-sellers. Quand un livre est intéressant, et souvent ils sont réalisés pour que la personne qui l'a soi-disant écrite fasse des passages télé ou fasse d'autres choses où là il va être rémunéré plus confortablement. Est-ce que le business model du livre
contemporain, finalement, bah, il ne change pas en fait. Non, il y a une chose fondamentale qui change très fort, mais là vraiment pour moi en tout cas, c'est l'immédiateté. C'est qu'on peut écrire et lire en même temps. Enfin, j'ai fait une fois l'expérience d'écrire je me suis fait enfermer pendant 24 heures pour écrire un roman en direct. Les gens lisaient mon manuscrit pendant que je l'écrivais. Et donc ce truc-là, c'était totalement impensable. Alors que le fait de se faire enfermer pendant 24 heures, c'est un projet que Simenon avait eu en 1937, qu'il n'avait pas réalisé, mais voilà, écrire un roman en 24 heures. Mais dans son cas, il y avait derrière lui un projet que le livre puisse être imprimé par la suite, enfin mis en page, imprimé, et il serait disponible dans les semaines qui suivent. Tandis que moi, ben voilà, j'étais en direct sur le web et tout le monde pouvait lire mon manuscrit au même moment. Alors, c'est un peu anecdotique dans ce cas-là, mais je pense qu'à l'avenir, ça n'est pas du tout. Ça veut dire que la vitesse, on a parlé tout à l'heure de censure éditoriale, il y a aussi une autre forme de censure qui est simplement ce qu'on peut appeler la maturation, enfin voilà, qui font un délai entre le moment où les choses sont pensées et le moment où elles sont diffusées. Ce truc-là, c'est embryonnaire aujourd'hui. On le voit bien avec les tweets qui vont plus vite que les pages web, qui font déjà que Twitter ou que Facebook sont plus suivis pour des événements. Mais en littérature, c'est la même chose. On peut arriver à une littérature qui parlerait aux gens de ce qui se vit aujourd'hui, de ce qui vit maintenant, mais qui arriverait quand même à avoir un recul littéraire par rapport aux choses. Moi, j'y crois beaucoup, mais on est au tout début. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est pas une autre mutation en fait qu'on est en train de vivre, un peu comme dans la musique où on voit d'anciens chanteurs refaire des tournées, etc., parce qu'ils sont obligés de faire de la scène, et c'est un peu le cas ici à la ZAL, on met en avant de la littérature avec des performances scéniques. Est-ce que les auteurs vont pas être obligés d'être dans la performance pour être rémunérés voilà. Je ne vous cacherai rien en vous disant que de toute façon, ça fait maintenant 20 ans, depuis qu'on a instauré un système pour faire vivre les auteurs, que les auteurs ne vivent pas de leurs droits d'auteur. Il y a quasiment personne qui vit de ça en France. Donc les gens vivent en fait du fait qu'ils vont dans les écoles faire des ateliers d'écriture aujourd'hui. Alors demain, ce sera, au lieu des ateliers d'écriture, ce sera peut-être les poètes, c'est de la lecture en général qu'ils font. Ce sont ces choses-là, de toute façon, qui sont rémunérées, ou bien alors aller écrire le bouquin d'un homme politique comme Nègre. C'est quand même ça qui est payé aujourd'hui. Donc oui, je pense que ce seront toujours ces activités accessoires, ce ne sont pas les droits d'auteur. Ceux qui touchent suffisamment de droits d'auteur pour en vivre, en fait, ils en touchent beaucoup trop. Ils en touchent tellement qu'ils peuvent payer d'autres pour écrire les livres à leur place. On en est à ce système absurde, hein, parce qu'eux passent beaucoup de temps en promotion, par contre. Et donc, ils ont besoin d'un double pour écrire à leur place. Donc oui, on vit d'autres choses. Mais ça, c'est déjà le cas depuis très longtemps. Et on peut même dire que même si on remonte à Proust ou Mauriac, enfin voilà, tout le monde, il faut toujours trouver un moyen de subsistance, et c'est chacun qui doit inventer sa formule. L'essentiel, c'est d'avoir du temps à y consacrer. Ce qui est grave, c'est quand le moyen de subsistance qu'on a trouvé pour écrire empêche d'écrire parce qu'on ne consacre pas de temps. Voilà, à chacun de gérer son affaire. Ça tourne d'ivoire, c'est fini. Les auteurs aujourd'hui qui sont un peu lus sont au contact des lecteurs, sauf Bec BD. Et on a parlé tout à l'heure du rôle du libraire par rapport à la bibliographie. Par contre, une fois qu'on a rencontré un auteur, que la rencontre s'est faite à travers un texte, Internet permet d'aller lire beaucoup plus d'autres choses. Et souvent, on me contacte pour des livres qu'on n'a pas réussi à trouver en librairie, pas réussi à trouver en bibliothèque. On voit, je cherche ce texte-là, j'ai pas réussi à l'avoir. Où est-ce que je peux l'avoir? Donc on se rend compte que aussi, il y avait les limites de l'ancien système, c'est qu'on lisait ce qu'on pouvait trouver, et qu'il y avait toujours ce filtre de ce qui était vendable en librairie ou ce qui n'était pas, commandable, selon l'endroit où on était dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, j'étais en contact hier avec quelqu'un d'Inde qui me dit voilà les titres que je peux procurer ici. C'est encore un autre filtre auquel on ne pense pas, quelqu'un qui parle français mais qui est au bout du monde, le numérique, il adore. L'idée que le livre puisse être disponible à la même date pour quelqu'un qui est à Pondichéry que pour quelqu'un qui est à Pont-à-Mousson, c'est une vraie révolution. Et apparemment gratuit, avec la taxe en collection éventuelle sur Google et la possibilité de ne plus référencer, alors là il parle de ne plus référencer la presse française, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous ne croyez pas que ce système qui donc arrive dans un entonnoir avec un opérateur massif, le winner takes all, et c'est un vrai problème, et comment vous voyez l'avenir de ce point de vue? En tant que petit auteur, qui depuis longtemps se débat avec ça, on a toujours 5 longueurs d'avance
sur Google et sur tout ce truc-là, parce qu'ils ne pensent pas à nous, on n'existe pas. Donc moi quand je suis arrivé sur Twitter, il y avait des gens comme Thierry qui publiaient des trucs, des Twitter, mais les règles de fonctionnement de Twitter, c'est les utilisateurs qui les ont faites au fur et à mesure. Alors, quand je suis arrivé sur Facebook, il y a déjà longtemps, on pouvait faire des choses avec Facebook, elles se sont fermées petit à petit, on est parti ailleurs. On trouve toujours, il y a toujours des alternatives, et les alternatives techniques, elles sont déjà là. On n'y va pas, on ne va pas par exemple sur les systèmes de réseaux sociaux open source, où on doit mettre en place soi-même son serveur, mais moi je pourrais, si je voulais, me dire voilà, avec Thierry, on va faire un réseau social littéraire, gratuit, open source, tout le monde peut venir changer le code, et on le fait entre nous, on n'a pas besoin parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent passer sur un autre. Mais c'est important de savoir sortir de là pour résister. Parce que la littérature a aussi toujours eu une fonction de résistance. Si on se laisse manger par la grosse bête justement qui va dominer le marché, on pourra pas, elle nous aidera pas à faire circuler les idées.